tu réfléchis à ce que tu veux, toi, dans ta vie, à tes peurs, à pourquoi tu fais pas les choses. C'est vraiment un travail d'introspection très très fort. Et c'est après ce voyage que j'ai décidé déjà d'une, de me lancer dans l'entrepreneuriat, et de deux, d'aider le plus de personnes possible en fait à prendre soin d'eux, et sans forcément partir à l'autre bout du monde pendant 10 jours. Mais en fait déjà être au contact de ces pratiques naturelles, qui peuvent être vraiment positives pour leur bien-être mental et physique. Le wellness, le bien-être, c'est quelque chose là de plus personnel qui vraiment a commencé à m'intéresser quand j'étais au Mexique. Au Mexique, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de traditions, de méthodes ancestrales, de bien-être naturel qui sont très présentes et dont on parle. Dans ce nouvel épisode de Pitch ta Startup, j'ai le plaisir de rencontrer Justine Gouanvert, la fondatrice de Holymatch. Holymatch est une plateforme unique qui vous permet de booker des expériences à travers vos voyages autour du bien-être. Durant cet épisode, Justine va nous raconter son parcours et aussi comment elle a développé ce projet Holymatch. Je vous laisse découvrir cet épisode dans son intégralité. À la fin de cet épisode, comme d'habitude, Justine aura 2 minutes pour pitcher sa startup. Et surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner au podcast. Bonjour Justine. Bonjour. Ça fait plaisir de te revoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que ça te fait plaisir de venir me voir. Oui, trop plaisir. Merci de m'accueillir. Bah super. Alors avant de commencer à parler un petit peu plus de ton projet, je voudrais que tu te présentes à l'audience pour déjà expliquer un peu d'où tu viens et ensuite on verra un peu qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ce projet Holymatch que tu vas nous parler aujourd'hui. Ok. Par où commencer Je viens de la région parisienne. J'ai fait un parcours assez classique, lycée, prépa, école de commerce. Et en fait, pendant ma césure d'école de commerce que j'ai fait à Tours et Poitiers, j'ai eu l'occasion de partir à l'étranger. Et en fait, finalement, l'étranger a été vraiment le début de ma carrière professionnelle. T'es partie dans quel pays ? Au Mexique. Ok. Et en fait, j'étais censée y rester pendant 6 mois. 6 mois voilà, de cours à l'université. Et j'y suis restée 8 ans. 8 ans ? Ah ok. Ouais. Ça, tu m'avais caché ça. Donc il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Donc en fait, j'ai vraiment adoré l'ambiance. Et en fait, à la suite de ces 6 mois d'études, j'ai trouvé un stage. Donc je suis restée d'abord une première période de 1 an. Ensuite, je suis rentrée à l'école de commerce pour terminer et faire ma spécialisation. D'accord. Et tout de suite, j'ai décidé de repartir là-bas et de travailler au Mexique, en fait, finalement. Et t'as fait quoi exactement là-bas comme travail ? Alors, pareil, beaucoup de changements. J'étais censée faire un peu de marketing, etc. Et j'ai atterri finalement vraiment autour de la ville de Mexico, dans un quartier ultra industriel, à être en supply chain sur les chaînes de production, etc. Et donc, c'était assez intéressant. Je gérais, tu vois, la partie un peu logistique, logiciel, SAP, etc. Donc, j'ai beaucoup appris. Du monde du travail en règle générale. Et ensuite, cette opportunité m'a amenée vers le consulting, où justement, on m'a demandé un petit peu de voir comment on pouvait améliorer les process dans l'entreprise. Et j'ai beaucoup aimé cette partie-là, tu vois, toucher un petit peu à tout, tous les secteurs internes de l'entreprise. Et ensuite, après cette expérience, je suis rentrée dans une boîte qui fait du consulting, justement, incubation et accélération de start-up. Ah ok, donc c'est ça qui m'a amené vers l'entrepreneuriat. Ok, super. Donc du coup, tu es resté 8 ans au Mexique. Ouais. Dans ça, tu as fait tes études, ensuite tu es parti sur une carrière. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé à re-rentrer en France ? En fait, après 8 ans et la trentaine approchant, tu vois, je me suis un petit peu dit... je sais pas, je me voyais où faire ma vie complètement là-bas, prendre ce cap, cette décision-là, ou rentrer. Et j'avais toujours vu le Mexique quand même comme une parenthèse, tu vois, comme une expérience. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de rentrer et de fonder quelque chose en France. J'étais censée rentrer au mois de juillet 2020. D'accord. Et Covid, quelques mois plus tôt, je me suis dit, j'en profite et je rentre. Ça a un petit peu accéléré mon retour. Et en fait, quand je suis rentrée en France,
J'ai encore travaillé pendant 1 an à distance pour cette boîte, qui est en fait basée aux États-Unis. Et moi, j'étais directrice de la partie Europe. Ok. Donc, tu reviens en France, en fait, en plein Covid. Ouais. Plein Covid, ok. Donc, tu es enfermé chez toi, tu travailles toujours pour la même boîte. Ouais. Et du coup, comment tu arrives après à switcher sur cette incubation et à reprendre en fait une activité en France? Mais après 1 an, du coup, à travailler avec 7, voire 8 heures de décalage et Covid, etc., c'est vrai que je me suis sentie assez seule. J'avais envie de changer. Et donc, après 6 ans dans cette boîte, j'ai décidé de partir. Et en fait, c'est un incubateur accélérateur de start-up. Donc, en fait, pendant à peu près 6 ans, j'ai vraiment travaillé entre les États-Unis et le Mexique en accompagnant des entrepreneurs et leur lancement de start-up et aller voir des fonds d'investissement, etc. Donc, j'étais vraiment très baignée dans l'univers, dans l'écosystème start-up, entrepreneuriat, innovation. Donc, à force d'avoir vu passer beaucoup de projets devant moi, j'avais vraiment envie de passer de l'autre côté de la barrière, en fait, et de me lancer à mon tour dans un projet. Donc, quand j'ai décidé de partir de cette boîte, c'est là où j'ai réfléchi à moi, ce que j'avais envie de faire en tant qu'entrepreneur. D'accord. Donc, cette boîte, elle travaille aussi avec les États-Unis et le Mexique? Ouais, elle est basée aux États-Unis, à la Silicon Valley. Et en fait, après, toute l'équipe était répartie entre les États-Unis et le Mexique. Et en fait, on avait plusieurs programmes, mais dont un programme de formation de jeunes entrepreneurs qui venait 3 semaines aux États-Unis, dans des campus de dingue, Berkeley, Stanford, NYU, etc., développer un projet en version très très courte, en se connectant à des mentors, en faisant des visites d'entreprise, en présentant leur projet à des investisseurs au bout de seulement 3 semaines. Et en fait, moi, je coordonne ça sur la partie côté ouest des États-Unis, donc Californie. Donc toi, tu orientais les personnes qui souhaitaient rentrer dans cet incubateur par rapport à leur projet, ça c'était... Ouais, des très très jeunes personnes qui pouvaient simplement avoir l'envie de peut-être entreprendre. Et en fait, ils venaient de se former, donc 3 semaines vraiment dans un campus à développer leur entreprise. Donc là, je les aidais et moi, je gérais toute la partie partenariat avec les grandes entreprises qui les recevaient pour les visites, les mentors à aller chercher, les investisseurs, etc. Et ensuite, on a aussi fait beaucoup de formations en ligne, tu vois, autour de méthodologies. Donc, Lean Startup, Design Thinking, toutes ces méthodologies qu'on connaît beaucoup dans le monde des startups. C'est pour ça que tu m'as dit que tu connaissais bien le Design Thinking. Exactement. Donc, j'ai fait quelques cours là-dessus. Après, on a fait vraiment aussi une école qui s'appelle MTech, donc qui forme les jeunes sur les technologies émergentes. Donc, intelligence artificielle, blockchain, tout ça, IoT. Et donc toi, maintenant que tu as monté ton projet Olimatch, qu'est-ce que tu trouves de différent entre le système américain et le système français? Puisque là, on n'a pas encore vu un peu ton projet, mais vu qu'on parle un petit peu de l'incubateur, qu'est-ce que tu as vu comme grosse différence entre les deux modèles? Je pense qu'en arrivant en France en 2020, ça avait déjà quand même beaucoup évolué en France. Entre le moment où je suis partie, donc c'était près de 10 ans avant, et le moment où je suis rentrée, vraiment, ça y est, il y a beaucoup d'incubateurs en France, le monde même de l'investissement a bougé. Mais c'est vrai qu'il est différent, très différent, et à la Silicon Valley, c'est très très dynamique, c'est tout de suite des grosses sommes. Typiquement, tu vois, pour l'anecdote, moi, quand j'ai parlé de mon projet à mon ancien directeur, pareil, qui est multi-entrepreneur, qui est toujours un petit peu un de mes mentors, il m'a dit, écoute, tu crées ton pitch deck, tes slides, et va tester un peu avec des investisseurs. Tu vois, c'était tout de suite un peu levé sur PowerPoint, comme on dit, de vraiment aller voir en fait si ça parle à certains investisseurs. Alors que c'est pas spécialement tout de suite le chemin qu'on choisit en France. En France, Donc il y a quelques différences comme ça, et la différence la plus marquante pour moi quand je suis arrivée au Mexique, Mexique et États-Unis, c'était vraiment le fait qu'en fait j'étais analyste. Et en fait, j'ai gravi les échelons très rapidement pour devenir directrice de consulting et Europe en quelques années. Et donc, j'ai vraiment senti qu'on me donnait ma chance
et qu'au fur et à mesure, en fonction des résultats, je grandissais et j'avais vraiment une carrière possible. Je sentais en parlant avec des personnes qui étaient restées en France dans mon entourage que c'était peut-être plus hiérarchique, plus long pour passer les échelons. Donc ça, je le voyais aussi, tu vois, ce dynamisme aussi au sein d'une boîte pour grandir. C'est marrant que tu dis ça parce que, comme je vous avais dit, moi, je travaille aussi à l'international et dans différentes structures. Et c'est vrai qu'en France, il y a vraiment, on va dire, ce blocage, je trouve, dans les entreprises par rapport à la hiérarchisation. Et je trouve que dans d'autres pays, il y a accès beaucoup plus facilement à des postes à responsabilité, même sans diplôme, même sans, on va dire, sans réseau. Ouais. Alors qu'en France, ça marche aussi beaucoup autour de ça, autour du réseau, autour des diplômes encore. Et je trouve ça encore dommage que beaucoup de gens se focalisent sur ça, alors que je trouve que l'éducation a changé. Maintenant, il y a du e-learning partout et les gens peuvent apprendre de nouvelles compétences hyper rapidement et facilement. Ce que l'école en France ne fait pas encore, on va dire, s'adapter à toutes ces nouvelles technologies. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est hyper pertinent. Et du coup, à partir du moment où tu te dis je vais lancer mon projet, qu'est-ce qui a fait le déclic que tu es passé à l'action et que tu as quitté, on va dire, ton emploi pour passer à 100% sur ton projet? En fait, c'est vrai que un des premiers conseils aux entrepreneurs qu'on donnait, et ce que je voyais, c'est que tout de suite, on cherchait des entrepreneurs qui étaient à 100% full-time sur leur projet, déjà pour donner une chance. Donc en fait, c'est vrai que je suis tout de suite partie dans cette démarche à tort ou à raison, mais ça a été mon expérience de me dire vraiment, j'ai plus envie de faire ce que je fais, j'ai cette envie d'entreprendre, allons-y, et je me suis lancée à 100% tout de suite, en fait, sans trop réfléchir, à me dire, je vais peut-être prendre quelque chose, un peu, à temps partiel ou autre. En fait, quand j'ai arrêté dans cette entreprise, je me suis dit, je tente, c'est maintenant ou jamais. Je revenais de l'étranger, donc pareil, j'avais pas de prêt sur le dos ou une famille à nourrir. Donc j'avais aussi cette liberté de me dire, vas-y, tente à 100%. Ouais. Donc finalement, j'ai pris, cette décision assez rapidement. Ok. Donc du coup, tu te lances. Est-ce que dans les différents, on va dire, projets que tu as pu accompagner avant, il y a quelque chose qui t'a, on va dire, enflammé plus que d'autres? Peut-être tu as un projet qui t'a poussé derrière. Tu as vu que, par exemple, la personne que tu as accompagnée, elle partait vraiment de rien. Elle a fait un PowerPoint et direct, elle a levé, elle s'est lancée. Est-ce qu'il y a eu quelque chose comme ça qui aurait pu créer un impact en toi? Et c'est vrai qu'il y a des projets qu'on a vus qui vraiment cartonnent. Ça me fait vraiment plaisir de recevoir les notifications LinkedIn. Un tel est en train de lever 5 millions. Je me dis, mais génial, je les ai vus, vraiment, ils avaient juste une idée. Mais alors là, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Par contre, il n'y a pas spécialement, tu vois, un projet qui tournait autour de moi, ce que j'aime beaucoup. Et puis, on y reviendra. Mais tu vois, c'est pas un projet dans le secteur qui m'intéresse, qui m'a fait penser, allez, j'y vais. Mais c'est effectivement la motivation de ces jeunes. Tu vois, l'âge à peu près moyen pour notre programme, c'était 20, 21, 22 ans. Ah ouais, super jeune. Ouais, très très jeune, parce qu'il y avait vraiment cet aspect aussi de formation, tu vois, d'y aller, de tester, d'avoir aussi un voyage aux États-Unis, sans trop de risques. Et en fait, c'est surtout ça, et la motivation de ces jeunes à se dire, allez, j'essaye, et je vais faire quelque chose, à monter une équipe, à vraiment être innovant, qui m'a poussée. Tu vois, plus qu'un projet, ça a été vraiment la personnalité des gens que j'avais en face qui m'a, moi, animée. Ah, c'est bien. Mais je pense que cette expérience aux États-Unis, elle t'a apporté, on va dire, un peu cette maturité dans les projets et te dire qu'au final, t'as pas grand-chose à perdre. Tu vois que les autres, ils se lancent et qu'ils y arrivent ou qu'ils y arrivent pas, mais au moins, ça t'a permis de casser ces barrières. Moi, je pense qu'il y a aussi ça en France où la plupart des gens, quand on discute avec eux dans, on va dire, l'entourage qui est pas entrepreneur, qui est plutôt porté sur le salariat, où il y a toujours ces barrières psychologiques où ils se disent potentiellement je vais échouer, potentiellement je vais avoir du mal après à payer mon loyer, à nourrir ma famille. C'est vrai que là, toi, d'être dans ce cercle, je pense que ça t'a permis aussi de te développer, on va dire, mentalement à tout ça. Je pense, et des fois, justement, quand on m'interroge sur ce voyage aussi loin, aussi longtemps, je me dis que j'étais vraiment à un moment où j'avais besoin, tu vois, de partir aussi loin
pour vraiment être coupée de toutes ces barrières que je me mettais aussi. Tu vois, je viens pas spécialement d'un milieu entrepreneur, même zéro entrepreneur. Et j'ai toujours eu cette... un peu ces craintes dont tu parles, tu vois, de ah, mais c'est beaucoup de risques. Ah, et qu'est-ce qui se passe si ça marche pas? Ah, mais est-ce que je peux vraiment le faire? Et en fait, le fait d'être partie aux États-Unis et au Mexique et de voir toute cette création, cette innovation autour de moi et voir comment j'avais pu grandir aussi dans ce secteur grâce à en fait des personnes qui m'avaient donné ma chance d'organiser des événements et tout ça, ça m'a vraiment en fait ouvert les yeux et je pense éloigné de certaines barrières que j'avais aussi au tout début. Et je sais pas si en restant en France, tu vois, après mes études, si t'aurais le même parcours. Ben ouais, je pense pas. C'est possible. On sait pas, hein, mais en tout cas, ce qui m'a amené vers l'entrepreneuriat, c'est clairement mon expérience à l'étranger. Ouais. Non, après, déjà, tu étais dans le milieu, à être dans ton entreprise incubateur. Et hier et avant-hier, c'était Go Entrepreneur. Oui. Est-ce que, quand toi, tu es là-bas, est-ce que tu sens un petit peu le changement de mentalité en France, si tu as un peu échangé avec différentes personnes que tu ne connaissais pas forcément ou des personnes connues? Est-ce que tu sens qu'il y a un peu, on va dire, cet engouement autour de l'entrepreneuriat et le changement d'état d'esprit, on va dire, en France? Est-ce que tu le ressens un peu? Énorme. Je pense que l'engouement autour de l'entrepreneuriat, ça fait plusieurs années qu'il est assez bien présent en France. Clairement, le nombre d'incubateurs qu'il existe, même on voit les articles dans les médias, on parle beaucoup de l'entrepreneuriat. Parfois que du bon côté, des succès et pas tout ce qu'il y a derrière, mais c'est un autre sujet. Et effectivement, Go Entrepreneur, c'est vraiment un événement où toutes ces personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat se retrouvent. Donc les discours sont un petit peu différents. On voit des personnes qui ont un peu le même parcours que soi ou le même état d'esprit. Et c'est vraiment super inspirant. D'ailleurs, j'en parlais dans un post ce matin sur LinkedIn, de juste échanger avec ses pairs. Tu vois, échanger avec des personnes qui vivent aussi un peu ton quotidien, les hauts, les bas, les doutes, les échecs, les succès. C'est super inspirant. Et j'y vais vraiment tous les ans. Aussi bien pour écouter des conseils et voir des conférences très intéressantes et inspirantes que de rencontrer des personnes qui ont au quotidien, quoi. Ouais. Alors, en fait, c'est aussi l'objectif de ce podcast, c'est d'ouvrir un petit peu, on va dire, l'entrepreneuriat à de nouvelles personnes. Parce que moi, sur ma chaîne YouTube, je fais beaucoup de tutoriels pour des personnes qui commencent. Tu vois, j'ai une audience, beaucoup de personnes qui se lancent ou qui sont en reconversion. Et c'est pour ça que je tiens à inviter, comme toi aujourd'hui, des entrepreneurs qui sont lancés et qui aujourd'hui commencent à avoir un projet qui se développe et qui commence qui peut partager en fait son parcours et inspirer les gens, tu vois. C'est pour ça aussi l'intérêt du podcast sur la chaîne. Tu me demandais ça tout à l'heure, tu as la réponse. Je voulais pas te dire en off. Alors, si tu veux bien, on va commencer un peu à parler de Holy Match. Et j'aimerais savoir déjà qu'est-ce qui t'a poussé à partir sur ce domaine d'activité. Et après, on va commencer un petit peu à parler du projet un peu plus en profondeur. Ouais, bien sûr. Le domaine d'activité, c'est le tourisme bien-être. D'accord. Le tourisme wellness. Donc en fait, c'est simple, c'est vraiment l'association de deux grandes passions que j'ai. Donc forcément, avec mon expérience, le voyage, l'international, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et donc que j'avais en fait envie de retrouver aussi dans mon activité professionnelle. Même c'est marrant quand j'y repense, mon tout premier stage d'école de commerce, c'était dans un hôtel 5 étoiles à Paris. Donc j'ai toujours eu un petit peu cette appétence pour le tourisme, l'hôtellerie, etc. Et la seconde partie, le wellness, le bien-être, c'est quelque chose là de plus personnel qui vraiment a commencé à m'intéresser quand j'étais au Mexique. Au Mexique, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de traditions, de méthodes ancestrales, de bien-être naturel qui sont très présentes et dont on parle
plus peut-être librement ou plus tout simplement qu'en France. Et quand j'étais au Mexique, effectivement, c'est là que j'ai commencé à connaître des pratiques telles que le yoga, la méditation, etc., qui m'ont beaucoup plu. Et il y a eu un élément déclencheur pour moi aussi dans le début de cette aventure. Ça a été un voyage que j'ai fait dans un désert sacré au Mexique, le Huilicuta. Et en fait, j'ai eu la chance de connaître quelqu'un qui connaît très bien le peuple Huichol. Les Huichol, c'est un peu comme les descendants des Toltecs qui vivent encore dans le désert sacré au Mexique. Et en fait, chaque année, il organise un voyage en autonomie alimentaire où on marche en fait et on fait beaucoup de méditation en silence pendant plus d'une semaine. Et en fait, ce voyage est arrivé vraiment à un moment où je savais plus trop ce que je voulais faire. Typiquement après l'entreprise que j'avais quittée, j'hésitais beaucoup à me lancer. Je suis partie dans ce désert-là. Et en fait, pour le coup, tu as beaucoup de temps pour réfléchir. Ouais. Donc, j'ai beaucoup réfléchi. C'est un voyage incroyable. En fait, tu te recentres vraiment. Tu réfléchis à ce que tu veux, toi, dans ta vie, à tes peurs, à pourquoi tu fais pas les choses. C'est vraiment un travail d'introspection très, très fort. Et c'est après ce voyage que j'ai décidé déjà de me lancer dans l'entrepreneuriat et de deux, d'aider le plus de personnes possible, en fait, à prendre soin d'eux. Et sans forcément partir à l'autre bout du monde pendant 10 jours. Mais en fait, déjà être au contact de ces pratiques naturelles qui peuvent être vraiment positives pour leur bien-être mental et physique. Donc, c'est tout ça, en fait, qui s'est entremêlé pour me... Ok. C'est vrai qu'en France, on va tout de suite soit à la pharmacie, ou on va chez le docteur, ou on va chez le psy. C'est vrai qu'on va pas faire des marches dans le désert quand on va pas bien. Oui. C'est une autre approche. Et tu vois, tout à l'heure, je t'avais demandé qu'est-ce qui t'a poussé peut-être à aller vers ce chemin-là. En fait, là, tu m'as dit c'était quoi le déclic? Ouais, gros déclic. Ok. Aussi bien dans ma vie perso, de l'envie de me lancer dans l'entrepreneuriat que le secteur que je voulais adresser. Ok. Donc, du coup, tu as ce déclic. Comment tu arrives à mettre les premières pierres à l'édifice de ton projet? Comment tu arrives on va dire, à faire le début de Holy Match? Oui. Alors, le tout début a été... un peu scolaire, c'est-à-dire forcément j'avais accompagné des entrepreneurs, j'avais les méthodologies et je suis quelqu'un qui va souvent vouloir suivre, avoir un peu tout, très structuré. Donc je me suis dit quelle est la première chose qu'on dit aux entrepreneurs, quels sont les premiers exercices qu'on fait en fait pour trouver typiquement des choses qui nous parlent, son pourquoi, son why, des secteurs vraiment qui bougent, où il y a des tendances intéressantes, où il y a de l'innovation, où il y a des choses à faire, il y a des problèmes, il y a des problèmes à résoudre, donc des solutions à développer. Tout ça, c'est le travail, ce qu'on appelle de visualisation, tu vois, d'analyse de tendances, de regroupement, qui peuvent aussi te mettre sur la voie d'idées. Ça, c'est pas mal pour des personnes qui ont vraiment zéro idée. C'est beaucoup de se renseigner, d'être très observateur un peu de l'évolution de certains secteurs. Qu'est-ce qui s'y passe? Quelles sont les nouvelles technologies? Comment se modifient les habitudes de consommation? Et en fait, trouver des choses intéressantes à faire autour de ces tendances. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'avais mon petit carnet avec plein de notes, plein d'idées, et j'essayais d'échanger avec un maximum de monde. Le fait d'avoir voyagé, du coup, ça m'avait peut-être donné des idées que j'aurais pas eu pareil en France, etc. Donc, je me renseignais et j'avais mon petit carnet d'idées au tout début. Ok. Et donc après, tu arrives à trouver, on va dire, l'élément qui va faire que tu lances Holy Match. Comment tu arrives à détecter ton marché et comment tu arrives à trouver ton positionnement?
Ça s'est fait parce que justement j'avais observé que au Mexique on avait accès à... Enfin, moi j'avais pu justement rencontrer des personnes qui m'avaient aidé à aller dans ce désert ou voilà, on parlait beaucoup de wellness autour de moi. Et en France à ce moment-là quand je suis rentrée c'était pas spécialement le cas, ou alors avec un autre style d'approche, ou des personnes vraiment qui s'y connaissaient beaucoup, mais pas encore, tu vois, large public. Donc je me suis dit déjà, essaye de rendre certaines pratiques qu'on dit holistiques, tu vois, positifs pour le corps et l'esprit, plus accessibles. Et en fait, au lieu d'aller scroller sur tous les réseaux sociaux pour trouver les bons professeurs, aller sur les événements Facebook où il y en a 10 000, on est un peu perdu, de créer une vraie belle plateforme où on pourrait trouver, en fonction de ses envies et de ses goûts, des activités de wellness, de bien-être à faire. Ok. Donc typiquement, si j'ai envie de trouver du yoga, d'avoir plein d'activités de yoga, si je veux de la méditation, pareil, si je veux des activités en forêt, trouver des ateliers de naturopathie, d'huile essentielle, en fait d'avoir un endroit où on peut trouver toutes ces activités, ces cours, ces ateliers facilement. Donc un peu sous une forme de marketplace finalement. D'accord. Donc Holymatch, c'est un site internet type marketplace où on peut retrouver, on va dire, les différents événements que les entreprises posteraient, c'est ça? Que les partenaires. Ouais, Partenaires. souvent c'est des professeurs qui sont très régulièrement à leur compte. D'accord. En fait, pour prendre l'exemple d'un professeur de yoga, il va peut-être avoir un contrat avec un studio, mais donner aussi des cours à côté ou faire des ateliers en collaboration avec une autre personne sur un samedi, un dimanche. Et il y a plein de choses qui se font, qui sont incroyables et qui sont un petit peu perdues dans la masse. Et en échangeant avec ces partenaires, ces professionnels de bien-être, je me suis rendu compte que ils avaient envie souvent de passer leur temps à échanger et à transmettre leur savoir, et pas forcément à faire de la communication, à gérer toutes les parties administratives, financières, etc. d'une entreprise. Donc tout a commencé comme ça, de me dire en plus je peux aider des prestataires, des partenaires de bien-être qui peut-être galèrent parce que c'est des activités très souvent instables, à rapporter plus de participants à leurs événements et à les aider vraiment à vivre de leur activité. Donc tout ça a fait un petit peu son chemin dans ma tête. Et c'est en étudiant le marché, justement, la demande, qu'est-ce qui se faisait déjà, que je me suis aperçue que finalement, des personnes qui vont chercher un cours de yoga près de chez eux, il y a déjà pas mal de plateformes qui le font et qui le font très bien. On connaît le studio qui y a pas loin, où on a 2-3 professeurs qu'on aime bien. Par contre, là où c'est plus difficile, c'est quand on est dans une autre région, qu'on est en voyage, justement, qu'on est loin de chez soi. En fait, on a envie de faire des activités et on n'a pas le temps spécialement d'aller chercher tous les bons professeurs, toutes les activités qui se font. Et donc, c'est pour ça que je me suis de plus en plus orientée vers ça. C'est ce qu'on appelle le tourisme bien-être. Tu vois, dans le tourisme bien-être, tu as 2 grandes catégories. La première, ça va être des voyageurs qui vont à un voyage de bien-être, donc typiquement une semaine en thalassothérapie ou une semaine de retraite à l'étranger, de yoga, etc. Mais il y a une seconde partie qui est en plein boom en ce moment, en pleine croissance, qui sont des personnes qui veulent voyager et tout leur séjour ne tourne pas autour du bien-être, mais ils ont envie de trouver des petites expériences, des petites choses à faire pour complémenter leur séjour. Okay. Donc ça va être typiquement des personnes qui, au quotidien, prennent soin d'eux, mangent bien, font un peu de yoga, etc. et vont vouloir retrouver un petit peu ces bonnes habitudes pendant un séjour. Et c'est plus à ces personnes-là que je m'adresse. Ah ouais, donc il y a une vraie demande là actuellement de personnes, lorsqu'elles voyagent dans une destination par exemple, de trouver un petit peu ces nouvelles méthodes de relaxation, de bien-être. Exactement. Ouais, c'est vraiment un marché en pleine croissance en ce moment. Un marché assez énorme et de personnes qui effectivement cherchent ce type d'expérience pendant un séjour. Ok. Donc toi, t'en es à où là dans le déploiement de Holymatch ? Alors, j'ai créé... au début, j'ai commencé, comme je t'ai expliqué, par une marketplace. Okay. Donc, B2C à 100% pour que les personnes puissent trouver des expériences
sympas autour du wellness à réaliser. Donc, cette plateforme existe. Il y a déjà plusieurs activités à réserver sur 2 régions principales où je me suis lancée, Paris et la Couronne, et Aix-les-Bains, qui est vraiment une ville qui veut se positionner comme une ville principale de bien-être en France. Donc voilà, toutes les personnes peuvent réserver, se disent ah bah génial, ce week-end je suis à Aix-les-Bains, je vais utiliser Holymatch pour trouver une expérience sympa à faire. En plus là-bas entre lac et montagne, il y a vraiment de quoi faire, c'est assez sympa. Et ce que je développe en ce moment, c'est la partie B2B en m'adressant aux hôtels. Parce qu'en fait, certes, les personnes peuvent découvrir la plateforme par eux-mêmes et choisir, et y aller et réserver. Mais en fait, ceux qui sont implantés dans la région, qui connaissent très bien ce qui se fait et ce qu'ils voudraient recommander à leurs clients, c'est les hôtels. Okay. Et donc, en fait, ce que je suis en train de développer, c'est justement une belle plateforme aussi, un service de conciergerie wellness à destination des hôtels. Et en fait, aider ces hôtels en tant que partenaires à permettre à tous leurs clients de participer à des événements et des activités de bien-être pendant leur séjour. Super. Ouais, c'est vrai que potentiellement, ça pourrait permettre aux hôtels d'offrir des nouveaux services à leur clientèle qu'ils n'ont pas actuellement. Et ils n'ont potentiellement pas le temps de trouver les partenaires aussi. Oui, c'est un temps de sourcing énorme. J'imagine. Que de trouver les bons prestataires, déjà d'une, et ensuite de faire toute la gestion, de s'assurer qu'ils sont disponibles pour venir à telle heure. Ensuite, tu as l'expérience de la facturation, tu as l'expérience après-vente, de recueillir des commentaires, des avis, gérer les annulations, les remboursements. C'est un temps, c'est très très chronophage. Ouais, c'est sûr. Et en fait, tous les hôtels n'ont pas spécialement déjà l'espace, en fait, tu vois, pour recevoir du monde, faire des activités. On pas spécialement le temps pour tout ce qu'on vient de dire. On pas spécialement le budget pour embaucher des personnes en interne ou des prestataires ou voilà, des personnes vraiment qui peuvent s'occuper de tous ces soins bien-être. Donc en fait, il y a un vrai sujet, un vrai problème pour des hôtels qui voudraient offrir de belles expériences bien-être à leurs clients et qui simplement ne peuvent pas. Ok, et donc du coup, toi, dans ce projet, tu as toutes les casquettes ou il y a des personnes qui sont impliquées avec toi dans le projet ou c'est toi, Justine, qui va voir les hôtels, qui va voir les prestataires, qui fait la facturation? T'en es à où là, à peu près, dans ton projet? J'en suis au début où j'ai beaucoup de casquettes, forcément. La seule casquette que je n'ai absolument pas, c'est la partie tech. D'accord. Donc là, tu vois, vu que c'est une plateforme, que ce soit la partie marketplace ou la partie plateforme de gestion pour les hôtels, il y a un aspect très tech au cœur du projet. Et j'ai pas du tout ces compétences-là. Donc là, je travaille avec une équipe, j'ai plusieurs développeurs qui m'aident sur ces sujets-là. Et le reste, effectivement, je m'en occupe et j'essaye de très bien m'entourer. Même si je suis pour le moment seule sur le projet, j'ai beaucoup de mentors, donc de mon expérience passée au Mexique, aux États-Unis et aussi en France, des personnes qui sont vraiment expertes dans certains domaines et qui sont toujours dispo pour m'aider. Je suis vraiment très contente d'avoir créé en fait une petite team finalement de conseillers, d'advisors qui m'aident beaucoup. Okay. Et je recherche un cofondateur. Ah ok. Je passe une annonce. C'est une annonce. Ça marche. Bah écoute, on le diffusera et on mettra un lien bien sûr en dessous de la vidéo pour les personnes qui voudraient potentiellement te contacter. Ouais, merci. Okay. Du coup, là on arrive à Holymatch qui est déjà en ligne. Oui. Comment tu as géré le go-to-market? Comment tu t'es positionné et à quel moment tu as décidé de ça y est, je lance le projet? Je l'ai fait de façon très... on essaye, agile, justement, et très design thinking. Donc, d'y aller, de tester, et d'ajuster, et de recommencer, etc. Vraiment,
Et c'est dur pour moi, hein. Comme je te disais, je suis assez scolaire de par ma formation, ma personnalité, etc. Donc j'aurais envie en fait de suivre, tu vois, des étapes et de dire c'est comme ça, et d'être derrière mon ordinateur pendant 8 heures à tout bien planifier, ce que font beaucoup d'entrepreneurs parfois, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut vraiment se confronter au terrain et aller voir en fait ses clients et de voir ce dont ils ont besoin et de si l'idée qu'on a elle est intéressante pour eux, et si oui, comment on peut le faire sous une forme prototype d'ailleurs, enfin pour commencer, et ensuite avoir une V1, une V2, une V3, et pas tout de suite vouloir la version parfaite et y passer 4 ans et après aller voir ça vous plaît, non. Donc en fait j'ai vraiment essayé de le faire comme ça, de faire simple au début, de m'assurer qu'il y avait une demande et d'y aller. Donc j'ai créé la marketplace, et tu vois, ça fait partie aussi des évolutions que j'ai faites, hein, ce pivot de me dire mais en fait c'est peut-être les hôtels que je peux aider moi pour aider en fait finalement ces voyageurs, parce que ces voyageurs ils sont hébergés à un moment dans leur séjour, et souvent on est en demande de recommandation de l'endroit où on va. On a envie d'avoir ces choses sur un plateau, et quitte à les aider, autant justement passer par l'hôtel, et cet hôtel, en plus, il a besoin d'être aidé pour ça. Donc, tu vois, ça a été justement en discutant avec des hôtels, en vraiment en comprenant un peu le parcours client et ce qu'on vit quand on est dans un séjour, que j'ai fait évoluer le projet petit à petit. Donc, la marketplace, elle existe toujours, elle me sert. Des réservations se font, ça me permet de tester aussi les expériences qu'on propose avant de les proposer aux hôtels, etc. Mais c'est comme ça, pour répondre à ta question go-to-market, tu vois, ça a été d'abord cette marketplace, version simple, à ensuite faire évoluer vers plutôt du B2B2C avec les hôtels. Et là, maintenant, on lance le premier prototype avec un premier hôtel. Donc, je suis très contente, qui va sortir très prochainement pour tester, avoir des premiers retours et d'améliorer constamment. Parfait. Et c'est sur la région parisienne ? Non. Non ? Je peux pas dire encore le nom de l'hôtel, mais c'est sur la 2e région. Donc, si tu as suivi, tu sais c'est vers où. Bon, c'est bon. Alors là, je vais te poser une question plus... une question de VC. Ouais. Pitch, c'est parti. Non, pas encore. C'est quoi le modèle économique de Holymatch ? B2B2C. Donc en fait, moi je vais travailler avec les hôtels sous une formule d'abonnement mensuel qui évolue en fonction des prestations, et avec une petite rétribution de commission aussi. Donc en fait, la première option pour les hôtels, c'est d'avoir... comme une formule freemium, finalement, 0 € d'abonnement, mais par contre, les commissions sont plus importantes pour Holymatch, et ensuite d'évoluer à une version d'abonnement, et avec moins de commissions pour Holymatch, et partagé avec l'hôtel. Donc en plus, c'est super intéressant pour l'hôtel, parce que s'il y a des réservations, très vite, en fait, l'abonnement est remboursé, et il crée une vraie nouvelle source de revenus grâce aux expériences wellness. C'est sûr. C'est comme ça que je fonctionne. Et c'est quoi tes objectifs de croissance pour 2024-2025 ? 2024-2025 premier objectif, c'est déjà de faire fonctionner ce premier prototype. Ouais. Et avec les résultats et ce qu'on aura créé, d'aller voir plus d'hôtels et de l'implanter dans une 50aine d'hôtels pour commencer, notamment sur ces 2 régions. Pareil, pour commencer, vraiment... être sur Aix et sur Paris. Notamment Paris, je le vois très important pour moi sur 2024 avec les JO. C'est vrai qu'il va y avoir une grosse attraction de voyageurs et de touristes qui vont certes aller à des événements sportifs dans le cadre des JO, mais il y a un vrai enjeu des hôtels d'être attractifs, d'attirer ces touristes et de leur proposer des choses intéressantes à vivre. Donc 2024, Paris, beaucoup de travail. Ok. Dans tout ça, Holymatch,
On a eu un petit peu tous les points importants. Okay, on va un petit peu parler de toi en tant que conseillère entrepreneuriale maintenant dans la partie du podcast et on reviendra à la fin sur Holymatch. Okay. Quels sont les conseils pour toi, pour quelqu'un qui souhaite se lancer, les conseils pour atteindre ses objectifs et on va dire les compétences clés qu'il faut avoir pour entreprendre? Ouf. Ça serait quoi les conseils de Justine? T'as un peu de temps devant toi? Ouais, j'ai du temps. C'est bon. Non, mais déjà par rapport au dernier point dont tu parlais des compétences clés, c'est marrant, ça me fait penser au programme dont je t'ai parlé de jeunes entrepreneurs qu'on avait entre les États-Unis et le Mexique, parce que tout le programme était basé sur le fait que être entrepreneur, pour nous, ça s'apprend. Il y a des compétences entrepreneuriales à développer. Et en fait, il y a toute une recherche avec le MIT qui avait été faite, etc., assez intéressante, et qui finalement avait conclu qu'il y avait 7 grandes compétences entrepreneuriales à développer, dont notamment la partie innovation, la partie analyse de business, la partie résilience, très important, la partie growth-oriented mindset, tu vois, de toujours vouloir en fait apprendre et croître. J'ai du mal à le traduire, mais tu vois, avoir cet esprit avoir l'esprit de pas ouvert, stagner, mais voilà. D'apprentissage aussi. Exactement, voilà. Donc il y a plusieurs choses comme ça à développer. Mais pour moi, la compétence qui ressort le plus, c'est la résilience. Vraiment, en fait, parce que chaque jour, on peut se dire, j'arrête. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'obstacles, c'est pas toujours facile. Entre le moment où, typiquement, on est devant son ordinateur, dans sa chambre, à se dire, je peux peut-être faire ça, et à le faire en projet, à s'entourer, à lever des fonds si c'est nécessaire, ou sinon trouver la façon de croître sans ces fonds. Tout est compliqué, tout est dur, faut vraiment le dire. Donc, faut vraiment avoir cette persévérance, cette résilience d'y aller, en fait, malgré les obstacles. Est-ce que toi, dans ton parcours là, avec Holymatch, tu as eu un moment de down un peu comme ça où tu t'es dit, au final, ça va jamais fonctionner et je claque tout? Si on est honnête dans ce podcast, je pense que les autres entrepreneurs se reconnaîtront. Franchement, 15 fois par jour. Enfin, c'est que des montagnes russes, tu vois, des hauts, des bas, où vraiment tu te dis, mon Dieu, t'as des jours qui sont plus difficiles que d'autres et des moments dans la journée qui sont plus difficiles que d'autres, quoi. Quand forcément, tu vas avoir des investisseurs, ça fait 10, 20, 30, 40 fois qu'on te dit non. Là, tu te poses des questions. Quand quand tu tentes un truc et ça marche pas, tu te dis non, c'est pas là, faut tout revoir. Ou quand t'essayes du coup, tu mets un peu d'effort en communication, que ça prend pas aussi rapidement que t'aimerais, ou tu sens que t'arrives pas à faire passer ton message. Enfin, tout peut être un petit peu compliqué. Et pareil, dans la même journée, tu signes un partenariat, ou t'as reçu le message de quelqu'un qui peut vraiment t'aider dans le projet, ou t'as les premières ventes. Donc voilà, c'est vraiment des ups and downs non-stop. Mais à un moment down vraiment très très fort, c'est beaucoup de petits surtout, parce que sinon je pense que je serais pas là, mais c'est de se dire mince, j'ai fait le lancement, il n'y a pas les résultats que j'aimerais avoir, qu'est-ce que je fais? Et c'est quoi qui te pousse, justement? C'est pour ça que je te demandais si tu avais vraiment eu un moment de down, parce que je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qui t'a permis en fait de dépasser ce moment et de dire au final on laisse ça derrière et on continue. Je dirais que c'est peut-être en fait de me projeter et de me dire d'accord, ok, t'arrêtes, demain t'as arrêté, donc comment tu te sentirais? Et en fait, en me mettant dans cette situation, je ressens tout de suite de la frustration et de me dire les regrets quoi, de ne pas avoir continué, et je sens que si là aujourd'hui j'arrête, je serais pas allée au bout. J'ai pas tout donné, j'ai pas tout essayé, j'ai pas frappé à autant de portes qu'il ne faut, il y a encore beaucoup de chemin.
Et donc, en fait, c'est cette projection de moi demain en ayant arrêté l'entreprise qui me fait dire non, c'est clairement pas le moment. Il faut aussi de la détermination. Oui. C'est l'une des compétences aussi que je pense qu'il faut avoir. Ouais. Du coup, dans Holymatch, comment tu choisis les partenaires avec qui tu travailles? C'est beaucoup d'échanges et de tests. En fait, l'ambition, c'est vraiment de pouvoir tester chaque expérience que je propose sur la plateforme. D'accord. Avant de le proposer à n'importe quel client. Donc, c'est déjà le test. C'est bien sûr aussi les formations des partenaires. Alors, dans tous les domaines, toutes les formations ne se valent pas, c'est assez compliqué. C'est pas on a un diplôme universitaire et c'est bon, tu sais enseigner ou pas. Il y a plusieurs formations, des formations plus ou moins reconnues selon les disciplines, etc. Donc, dans l'univers du wellness, comme ça, c'est parfois compliqué. Mais il y a quand même des éléments de base, de s'assurer que la personne vraiment s'est formée, a passé plusieurs diplômes, s'y connaît, a de l'expérience, a déjà organisé plusieurs activités avec d'autres clients. Après, il y a forcément aussi beaucoup de feeling. C'est de rencontrer de la personne, de comprendre pourquoi elle fait ça, quelles sont ses motivations, est-ce que ça pourrait matcher aussi avec un projet qui est naissant, donc qui n'a pas forcément les résultats d'une entreprise qui existe depuis 30 ans. Donc il y a aussi vraiment cet échange entre partenaires et moi derrière Holymatch, de se dire allez, on lance, c'est le début de l'aventure et on y va. Et c'est pas forcément pour tout le monde non plus. Donc voilà, je regarde un petit peu ces Il y a un vrai contrôle qualité alors avant de... Ah bah oui. Ah, ok. Normal. Est-ce que tu as un souvenir qui revient là, depuis le début à maintenant, un souvenir qui te rend heureux, une première signature, quelque chose qui, à chaque fois que tu y repenses, ça te donne la chair de poule? Ouais, beaucoup. Mais là, très récemment, je t'avoue que quand j'ai reçu le premier contrat signé du premier hôtel qui dit go, on y va, ça fait plaisir. Ouais, Tu te dis ouais, cool, ça veut dire que vraiment, certes, il y aura beaucoup de choses à améliorer. On va améliorer sur le terrain, on va voir ce qui se passe, ce que disent les clients, etc. Mais déjà, je sens que je peux aider une personne, en fait. Je peux aider un client avec ce que je suis en train de monter. Donc ça, c'est une satisfaction énorme. En plus, c'est un hôtel, tu vois, toujours dans cette dynamique de design thinking, etc., de lean startup, de voir quelles sont les demandes et tout ça. C'est un hôtel qui a dit, certes, toutes ces expériences, super, on va les mettre, mais j'aimerais aussi co-créer des choses avec toi, des séjours, etc., choses que j'avais peut-être pas spécialement pensé avant. Okay. Et donc, grâce à lui, je vais aussi évoluer et faire évoluer mon offre. Donc, c'est un premier contrat signé et surtout, je pense, l'un des plus importants que j'aurai dans toute l'histoire de Holymatch, parce que c'est le premier qui vraiment te fait dire ah ouais, il y a peut-être quelque chose aussi là, et ça marche pas très bien. Ah, et ça, c'est bien, mais je te fais confiance et j'y vais et on va le faire ensemble. Une première d'une grande lignée. Exactement, j'espère. Nous, on s'est rencontrés à la CCI avec l'Incuba School. Qu'est-ce que de passer par un incubateur, ça t'a apporté dans ton process? Et est-ce que tu recommandes aux gens de passer par un incubateur s'ils ont un projet entrepreneurial? Ouais, surtout après avoir bossé 6 ans dans un incubateur, si je disais non, je serais pas très honnête. Non, vraiment, je suis convaincue du bénéfice d'être dans un incubateur. Après, tous les incubateurs ne proposent pas la même chose et sont pas adaptés à tous les projets ou toutes les personnalités. Donc, c'est pas parce qu'on se fait accompagner par un incubateur que ça va super bien se passer, voilà, que c'est l'incubateur fait pour nous et que le projet va marcher. C'est pas parce qu'on va dans un incubateur que ça marche. Par contre, là où l'incubateur va être vraiment fondamental, je pense, c'est l'accompagnement, sentir qu'on n'est pas seul, justement. Donc, de voir d'autres entrepreneurs travailler autour de nous, d'échanger autour de problématiques qu'on a en commun, de rencontrer des experts dans certains domaines.
dont toi, par exemple, qui nous a fait quelques petits workshops sympas. C'est vrai qu'on découvre plein de choses, plein de méthodologies, plein de petits tips qu'on va pouvoir appliquer, plein de conversations qui font naître des idées. Donc ouais, sur cette partie-là, c'est génial. C'est à la fois de la formation continue et un boost énorme de se dire waouh, je suis pas toute seule, il y a du monde autour et du monde qui aussi nous permet de rencontrer d'autres personnes. C'est beaucoup de networking, ça, c'est bien. des présentations, de l'organisation de pitch. On peut parler de notre idée, on va peut-être rencontrer quelqu'un, un futur client, ou une personne qui va dire « Ah, bah attends, je pense à quelqu'un qui peut être intéressé, etc. » Donc, c'est vraiment une expérience sympa. Je pense que c'est un vrai effet d'être dans ce groupe, d'être dans un incubateur comme ça, par rapport à tous les profils que j'ai pu rencontrer. J'ai pu voir en vous votre dynamique et la dynamique des personnes qui se lancent seules, en solo entrepreneur, qui sont parfois isolées et qui n'ont pas justement cet échange avec d'autres personnes et tout, et qui restent vraiment centrés sur eux-mêmes et qui, au final, leur projet, il n'est pas de la même façon que vos projets. C'est vrai. Ouais, c'est dur, surtout quand on est solo founder, quand on commence tout seul. Parce qu'encore, si tu as une équipe, vous êtes déjà 2-3, tu sens peut-être un petit peu moins cette solitude et tu peux plus partager. Chacun va apporter aussi son réseau. J'imagine, hein, parce que moi, j'ai commencé toute seule, mais c'est vrai que quand tu es tout seul, là, pour le coup, l'incubateur, je pense qu'il est vraiment nécessaire. Et si c'est pas incubateur, c'est réseau. Il y a des clubs aussi d'entrepreneurs, des soirées d'entrepreneuriat, des choses comme ça où je pense qu'il faut absolument être. Ok. Donc toi, tu es solo founder pour l'instant. Oui. Quel serait, on va dire, le conseil que tu donnerais pour quelqu'un qui souhaite se lancer pour, on va lui dire, tu sais, souvent on a cette peur de se lancer et les risques d'échouer tout simplement. Quel serait pour toi, on va dire, le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a peur de se lancer et qui a peur de l'échec? Je sais plus où je l'ai vu ou si c'est un proverbe ou quelque chose comme ça, mais j'essaye d'avoir toujours en tête cette phrase de « Ok, et si j'échoue ?» et « Ok, et si ça marche ?» Tu vois, quand on est tout seul, souvent on se dit « Ah, mais et si ça ?» Toujours dans le négatif. Forcément, on est super fort pour anticiper tous les problèmes qu'il va pouvoir avoir et qu'on va avoir sur notre chemin. Ça, c'est assez facile de les identifier et on est assez fort pour ça. Par contre, on a du mal à se projeter vers mais si ça marche en fait, et si j'arrive à faire ça, et si je peux faire ça, et si, etc., etc. Donc, mon conseil, ce serait aussi, du coup, quand on a cette réflexion de et si ça marche pas, tout de suite, de aussi faire un peu la balance avec oui, et si ça marche. Enfin, il y a vraiment... au moment où tu as l'idée, que tu n'as même pas commencé, tous les chemins sont possibles. Après, à toi de forcément, comme on disait, de rester attentif à comment le monde évolue, d'être réaliste aussi face à son projet, de parfois être capable de dire « mince, c'est peut-être pas ce projet, c'est peut-être un autre. » Ou peut-être là, ça va pas marcher. C'est pas grave, on tente autre chose. Ou d'essayer de s'améliorer en fonction des problèmes qu'on a observés, des retours clients. Enfin, c'est pas parce qu'on se lance qu'on va réussir du premier coup et c'est pas grave. En fait, Après, il y a beaucoup de gens qui se lancent qui deviennent amoureux de leur projet. Tomber amoureux de son idée, c'est le pire. Ouais, donc c'est pour ça, parfois, je pense qu'il y a des gens qui s'engouffrent vers l'échec parce qu'ils restent trop attachés à leur idée de base, alors qu'en fait, le marché est ailleurs. Donc, ça, c'est une grosse problématique. Donc, moi, je dirais, si quelqu'un ne souhaite pas échouer, ne jamais tomber amoureux. Ouais, de son idée. Ouais, de son idée. Ah ok. Mais oui, mais d'ailleurs, tu vois, c'est à Go Entrepreneur, Frédéric Mazzella de Blablacar. Ouais. Ça m'a marqué. Il disait, voilà, faut pas faire échec, 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 c'est-à-dire échouer et retenter exactement la même chose, rééchouer, retenter, attendre un résultat différent en fait en faisant de la même manière. Mais par contre, le échouer, comprendre pourquoi et faire autrement et ainsi de suite pour réussir, ça oui. Donc ça c'est pareil et quand on se lance dans un projet, vraiment ça nous tient à cœur, on veut le faire, parfois effectivement
on tombe dans ce piège de se dire « Ah, mais c'est ça que je voulais faire. » Bah oui, mais personne n'en veut. Et du coup, voilà, des fois, il faut vraiment regarder le projet en face, regarder les chiffres en face, essayer de voir ce qu'on a fait et ce qu'on peut faire différemment et savoir malheureusement aussi arrêter quand c'est pas par là et peut-être c'est juste un peu ici, tu vois. Super. Justine. Je sais pas si c'est très parlant. On verra parce que il y a le format aussi audio, donc je sais pas comment ils vont définir. Alors Justine, elle était en zigzag avec sa main droite. Entre un chemin et un deuxième chemin. Ok. Justine, ça va être ton moment. Ok. Ça va être le moment de Justine et Olimatch. Je vais te demander de pitcher ton projet. Tu as 1 minute 30, 2 minutes. Ouais. C'est ton moment pour convaincre l'audience de rentrer sur Olimatch. De convaincre un possible co-founder ou convaincre un investisseur ou convaincre un client Je préfère le VC. Ouais, le VC. Ok, très bien. Eh bien, tu me dis la parole. Ou c'est là maintenant C'est à toi la parole. D'accord. Bien, si tu étais VC, je te dirais que s'il y a bien un moment où on a envie de prendre soin de soi, c'est les vacances. De plus en plus de touristes recherchent à vivre de belles expériences de bien-être pendant un séjour. C'est d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais un marché de plus de 436 milliards de dollars au niveau mondial et en pleine croissance de à peu près 20% chaque année. Donc il y a une vraie demande. Donc on pourrait se dire que c'est une aubaine pour les hôtels de se positionner sur ce marché et de répondre à cette demande. Seulement pour un hôtel, c'est très compliqué d'offrir de belles expériences de bien-être et de s'occuper de toute la gestion que ça implique. Tous les hôtels n'ont pas spécialement l'espace pour organiser de beaux événements, n'ont pas le budget pour embaucher, n'ont pas les compétences pour savoir quel partenaire est mieux qu'un autre et n'ont pas forcément le temps aussi de gérer tout ce que ça implique. Donc Olimatch se positionne vraiment comme une plateforme, une solution de conciergerie wellness pour les hôtels. Donc c'est une plateforme qui va aider les hôtels à offrir des expériences de bien-être au sein de l'hôtel, en faisant intervenir des partenaires de notre réseau, mais aussi localement autour de l'hôtel grâce à des partenariats que nous avons. Donc grâce à Olimatch, un client va pouvoir à la fois réserver sa session de yoga privative dans l'hôtel, mais aussi être au courant et pouvoir réserver en quelques clics depuis le site de l'hôtel son yoga paddle sur la mer juste en face de l'hôtel, ou sa balade en forêt, ou son atelier de naturopathie par exemple. Donc Olimatch vient vraiment s'inscrire comme une plateforme, une well tech entre l'hôtel et les voyageurs pour faire en sorte que de plus en plus de voyageurs qui sont dans une nouvelle région puissent découvrir la région au travers d'activités de bien-être. Super Justine. Est-ce que tu as un dernier mot pour un éventuel co-founder qui souhaiterait t'accompagner ? Oui. Moi, c'est vrai que je suis convaincue que, comme on dit, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est vraiment, pour moi, une des bases de vraiment former une équipe avec des compétences complémentaires pour faire réussir un projet. Et j'ai toujours voulu m'entourer et faire ça ensemble à plusieurs avec d'autres personnes. Je me suis lancée toute seule parce que ça a été compliqué de trouver des personnes. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment intégrer quelqu'un au sein en fait, de l'équipe de Olimatch, notamment un profil CTO. Parce que tu l'auras compris, la partie tech, elle est très, très importante. Et aussi sur la partie CMO, plus marketing et communication. Je suis convaincue que vraiment le projet pourra se développer et aller encore plus loin si je trouve des personnes avec ces compétences et des personnes forcément intéressées par l'univers du tourisme wellness. Donc voilà, si jamais des personnes se sont reconnues un petit peu dans certains thèmes, l'intérêt, l'ambition du projet et vraiment les opportunités qu'il offre, je serais ravie d'en discuter. Ok, et comment on peut te contacter ? Sur LinkedIn, par exemple, Justine Genver, ou sinon via Instagram,
Oli-match, ou bien directement sur le site internet, on a aussi une adresse mail où on peut m'écrire. Ok, on mettra les liens bien sûr en dessous la vidéo, dans la description, pour toutes les personnes qui souhaitent te contacter ou aller voir les différents produits de Oli Match. Génial. Justine, merci. Merci à toi. Merci. Écoute, j'espère qu'on se reverra bientôt avec des nouveaux contrats et potentiellement dans un nouvel épisode pour nous parler de ta levée de fonds. Ouais, avec plaisir. À bientôt. À bientôt, Justine.